Euh, je crois que vous le savez, la sécurité présidentielle a fait partie des opérations dans le pool. Les unités de la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le pool avec succès. Oui, l'opération Mouebara s'inscrit dans une stratégie mise en place depuis plus de 50 ans autour de l'idéologie de l'obumitrie, oligarchie bureaucratique militaire et tribale. Cette idéologie illustrée par une petite phrase. Tant que l'élection se fera au suffrage universel, un enfant du Nord ne pourra jamais accéder à la magistrature suprême parce que démographiquement inférieur. L'obsession de Denis Sassou Nguesso est de garder le pouvoir au Nord, in fine, le claniser. Les assassinats de Diawara, Ngouabi, Massamba Deba et le cardinal Bieyenda, ainsi que la manipulation des données démographiques s'inscrivent dans cette vision. Échaudé par la perte des élections démocratiques et libres de 1992, depuis 1997, il s'est attelé à la manipulation des résultats électoraux. L'acceptation des résultats électoraux, actuellement décriés, passe par l'instauration d'une stratégie qui modifierait les données démographiques pour inverser le rapport de force électorale entre la partie septentrionale, théoriquement favorable, et la partie australe défavorable. Diminuer les populations du Sud pour afficher des résultats électoraux transparents, validés par la communauté internationale pour concrétiser la liberté de choix, l'un des droits humains fondamentaux, des Congolais dans l'élection du président. La dernière manifestation de cette stratégie, à côté de la poursuite du génocide dans le pool, c'est la publication des données du recensement de 2023 qui place la partie septentrionale à égalité démographiquement que la partie australe, alors que la projection des données des recensements de 1974 et 1984 contredisent, en dehors des réfugiés, les données du recensement de 2023. Nous allons revenir sur tous ces aspects dans la suite de l'émission qui traite de l'opération Mouebara, la trahison de Michel Taube du site Opinion Internationale qui avait publié le dossier de l'opération Mouebara, subtilement retiré du site. L'objectif est de valider l'existence de ce plan diabolique. Opinion Internationale met en ligne des documents accablants, si leur authenticité est avérée, pour le régime de Denis Sassou Nguesso, l'humanité.fr. Troublante concordance entre les massacres perpétrés au Congo-Brazzaville au tournant des années 1999 à 2000 et les documents publiés mercredi par la revue en ligne Opinion Internationale, accablant, si leur authenticité est confirmée, pour le régime de Denis Sassou Nguesso. Ce média, dirigé par Michel Taube, le fondateur de l'ONG Ensemble contre la peine de mort, fait peser de lourds soupçons sur des crimes qui tombent fort probablement sous la qualification de crimes contre l'humanité, dont Sassou Nguesso serait le commanditaire. Au cœur de ces accusations, la vague de violence qui s'est abattue à partir de 1998 dans les régions du sud du pays, en particulier dans le Pool et au Nyari. Officiellement, il s'agissait de contrer une rébellion allumée par les ninjas, les milices de Pasteur Ntoumi. Mais dans les faits, ce sont les populations civiles qui ont essuyé le feu et payé au prix fort les conséquences de cette guerre sans merci pour le contrôle du pouvoir. Il y a le poule, le peut venir avoir le bord. Vous avez vu les yeux de Bourou Saba. Allez, yo, Joe, mon radopi. Même des bisita, moi, non, va venir ma caca, ma belle angalika, moi, vinelande. Mouradi, assis pour à quoi le peut. Après l'aveu de Sassou Nguesso d'avoir envoyé la DGSP dans le pool, Dominique Okemba vient ajouter une couche. Posons-nous la question. Si c'était une guerre, pourquoi donc les Mboshi devraient-ils avoir peur des Congos? Cet aveu, on a bombardé le pool, le ciel n'est pas tombé ne peut s'expliquer que par l'existence d'expéditions punitives qu'ils ont menées dans le pool. Ce n'est donc pas une guerre, mais des massacres des civils. Face à des populations désarmées, le ciel ne peut pas tomber sur les assaillants. Monsieur Okemba Jean-Dominique. Tout ceci constitue des aveux et conforte l'opération Mouebara. Nous sommes en 1999, au temps fort de la guerre dite du Pool, mais en réalité qui embrasse toute la partie sud du pays et mettant aux prises les forces régulières appuyées par les armées angolaises, tchadiennes et autres et les miliciens ninjas Siloulou du Pasteur Ntoumi, les Kokoï, les Zoulous et les Mambas de guerre. Une révélation est faite par des médias sur une opération dénommée
Mouebara, du nom de la défunte mère de Denis Sassou Nguesso. Cette fiche est signée du général de brigade Léonard Essongo, pour le compte du Comité d'action spéciale, une structure militaire rattachée à la présidence de la République à l'époque. Cette fiche porte la mention « Vue et approuvée » par le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, avec le cachet « Secret défense ». Le plan d'activité du trimestre 4 de l'opération Mouebara, par exemple, couvre la période du 1er octobre au 31 décembre 1999. Ce qui signifie qu'il y a eu les plans d'activité 1er, 2e et 3e trimestre. 4 zones sont ciblées dans le plan 4, Poule Nord, Bouenza Nord, Lékoumou et Niari Forestier. Dans ces 4 zones, ce plan machiavélique vise comme objectif commun, entre autres, de dépeupler les dites zones, de donner la mort aux personnes se trouvant dans ces zones, de maintenir des fugitifs dans les forêts par la terreur des bombardements et de leur causer la mort à petit feu, etc. Le plan Mouebara fixe les délais d'exécution de cette sale besogne, les moyens matériels, humains et financiers à utiliser. Le coût global du plan 4 est estimé à 3 174 millions de francs CFA, imputable certainement au trésor public. Des massacres de masse planifiés. Les documents présentés par Opinion Internationale, parfois signés de la main même de Sassou Nguesso, suggèrent une glaçante planification de massacres de masse, par exemple sous le nom d'opération Mouebara. Les objectifs à atteindre se déclinent en chiffres froids et dessins meurtriers, comme ceci: maintenir les fugitifs dans les forêts par la terreur du pilonnage et les pousser à la mort lente par la famine et les maladies. Brûler tout jeune en âge de combattre en provenance des zones à forte résistance. Les cibles: des lieux à forte concentration humaine, comme les hôpitaux ou les marchés. Ces documents corroborent ce qui s'est passé, à l'époque, sur ce terrain, avec une volonté politique de livrer une guerre contre les populations civiles et pas seulement contre une rébellion, avec des cibles militaires précises. Il appartient désormais au gouvernement congolais d'éclairer l'opinion publique sur leur nature. Pour l'instant, du côté du régime, c'est silence radio. Nous souhaitons aussi quelques explications de Maître Michel Taube, dont les fameux documents ont disparu du site Opinion Internationale. L'opération Mouebara, les éléments publiés ici sont extraits de l'ouvrage de M. Jean-Claude Mahima Mbemba, Assassinat politique au Congo-Brazzaville, rapport de la commission ad hoc Assassinat de la Conférence nationale souveraine, 25 février, 10 juin 1991, édition AICES, Corbeil-Essonnes, 2004. L'entête du document. Présidence de la République. République du Congo. Unité, travail, progrès. Comité mixte d'action spéciale numéro 023-99-PR-CMAS. Vu et approuvé par le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Le plan d'activité du trimestre 4 de l'opération Mouebara. 1er octobre, 31 décembre 1999. Les zones cibles du trimestre. Poule Nord, Bouenza Nord, Lékoumou, Niari Forestier, CF carte tactique jointe au plan. Les éléments secrets défense. Vu et approuvé par le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Numéro d'ordre 01 Poule Nord. Les actions à entreprendre. Le pilonnage de Kibouendé. Le bombardement de Mayama. L'empoisonnement des sources des eaux de la zone du Poule Nord. Les objectifs. Dépeupler les pays de Mpangala. Donner la mort aux personnes se trouvant dans les secteurs des tirs. Maintenir les fugitifs dans les forêts par la terreur du pilonnage et les pousser à la mort lente par la famine et les maladies. Pousser à l'exil forcé au Gabon et en RDC. Terroriser les résistants de l'étranger. Les normes d'appréciation des objectifs. Passable, 25 000 tués, 15 000 déplacés. Bien, 30 000 tués, 20 000 déplacés. Excellent, 45 000 tués, 70 000 déplacés. Nota bene. Brûlés tout jeunes en âge de combattre en provenance des zones à forte résistance. Le délai ou la période. Mi-octobre début novembre selon conditions météorologiques, c'est-à-dire absence de pluie et du brouillard. Les moyens d'exécution, matériels. 2 MiG-21, 4 hélicos, 112 bombes, 81 missiles, 37 lance-flammes, 12 canons 122, 20 véhicules 4x4, 280 roquettes, 1000 menus, 20 blindés,
5000 grenades. Les moyens d'exécution, personnels. 415 hommes, 346 expatriés, 69 nationaux. Les moyens d'exécution, finances en CFA. Carburant, 140 millions, hébergement, 138 millions. Prestations, 662 millions. Imprévus, 95 millions, total égal 1035 millions. Responsable, général de brigade Essongo B. Les observations. Bombarder le marché de Mosenjo Centre, l'hôpital de Makabana, les champs et alentours de Tembinda. Préparer une action médiatique avant, pendant et après les raids, voire avec Jean-Paul Pigas. Le bilan prévisionnel pour le 4e trimestre, nombre de tués, 125 000 hommes. Nombre de fugitifs, 275 000 hommes, nombre de départs en exil forcé, 40 000 hommes. Soit un dépeuplement total de 430 000 hommes. Le coût total des opérations. Pour le 4e trimestre. 1,016 milliard plus 1,123 milliard plus 1,035 milliard égale 3,174 milliards francs CFA. Les modalités de dotation. 529 millions, un sixième du montant, par quinzaine. Fait à Brazzaville, le 27 septembre 1999. Pour le comité d'action spéciale. Le général de brigade Essongo. En effet, Michel Taube, qui avait publié ces documents sur son site Opinion Internationale, a suivi une évolution qui interroge. Monsieur Michel Taube, voici la concrétisation de l'opération Mouebara que vous dénonciez sur votre site d'Opinion Internationale et que vous avez sournoisement retiré. L'un des personnages, le général Léonard Osengo, est bien là, en train de conduire une opération dans la banlieue proche de Brazzaville. Comme vous le voyez, une armée de miliciens envahit toute une zone d'habitation civile, pas l'ombre d'un seul combattant ninja alors qu'ils arrosent avec leurs mitraillettes le moindre coin et recoin des villages traversés. Combien de victimes? Combien de femmes, d'enfants et de vieux sommairement exécutés sous les ordres du général Osengo? C'est pour ces raisons que Sassou Nguesso bloque toute enquête internationale indépendante. Vous étiez dans le vrai quand vous le qualifiez de petit dictateur qui retarde le développement de l'Afrique. Au fur et à mesure que nous décryptons les documents sur l'opération Mouebara, nous constatons sa matérialisation sur le terrain et tous les impacts sur les plans humains et matériels. Derrière chaque rafale de mitraillettes se trouvent des victimes, des populations déplacées, des femmes violées et un tissu social déstructuré. Les populations de tous les villages du Poul n'ont pas contesté les résultats des élections présidentielles, elles en sont loin. Elles sont assassinées, exécutées et violées pour ce qu'elles sont mais pas pour ce qu'ils ont fait. La seule faute, c'est d'être né ou de vivre dans les zones que Sassou Nguesso veut faire disparaître. Plus personne ne croit en l'histoire d'une guerre contre la rébellion qui se développerait sur l'ensemble du Poul, se faufilant d'une forêt à l'autre, d'un village à l'autre comme jadis les Tumpamaros pour attaquer l'armée des mercenaires de Sassou Nguesso. Voyez-vous, monsieur Michel Thor, vous aviez bien justement capté le personnage de Sassou Nguesso en le traitant de petit dictateur, un des boulets de l'Afrique. L'utilisation du terme « génocide » est encadrée par le droit international. Depuis 1948, il répond à des règles bien précises établies dans la Convention sur le génocide des Nations Unies. Quelle est la définition juridique du génocide? Quels sont les actes permettant sa qualification? Qui a la compétence pour juger un crime de génocide? C'est un mot qui fait ressurgir de profonds stigmates, frappe la mémoire collective, évoque les pires horreurs. Face à ce qu'il provoque, il est crucial d'expliquer quelle est sa définition juridique. Car qualifier un crime de génocide n'est pas une opinion, mais le résultat d'une analyse basée sur le droit international. On doit le terme à Raphaël Lanquin, juriste juif américano-polonais. Réfugié aux États-Unis à la suite de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie, il publie, en 1944, un ouvrage intitulé Axis Rule Inoccupied d'Europe. Il y emploie un terme nouveau, génocide, la combinaison des mots de géno, clan ou race, et cide, tuer. Ce faisant, Raphaël Lanquin pose en réalité les premières fondations de l'outil judiciaire international qui visera à punir et à prévenir les crimes de génocide. Les contours juridiques du génocide. Naissance d'une convention. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et du génocide des Juifs d'Europe,
l'Assemblée générale des Nations unies fait du génocide un crime en droit international. Le texte qui l'encadre est la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée à l'unanimité en 1948. Composée de 19 articles, c'est cette convention qui propose la première définition juridique internationale du génocide. Definition de la notion de génocide. Ce qui va distinguer ce crime d'un autre tel que le crime contre l'humanité, c'est l'intention spécifique de détruire, en tout ou partie, un groupe protégé par la Convention, à savoir un groupe national, racial, ethnique ou religieux. C'est cette notion d'intentionnalité qui fait toute la spécificité du terme de génocide. 3 éléments déterminent la qualification de génocide. 1. Déterminer qu'il s'agit d'un groupe protégé par la Convention, national, ethnique, racial ou religieux, par exemple, un groupe politique n'entre pas dans la définition de la Convention sur le génocide. 2. Déterminer que des actes prohibés par la Convention ont été commis. 3. Déterminer que ces actes ont été commis dans l'intention de détruire. Nous allons reproduire ici le jugement sévère de Michel Taube quand il défendait ses pseudo-convictions anti-France-Afrique sur son site de l'Opinion internationale. C'est édifiant la façon dont il va retourner sa veste pour dire l'exact contraire, comme vous allez le constater dans la suite de cette émission. On pourrait en rigoler s'il ne s'agissait pas des drames et crimes contre l'humanité. Je vous prie de suivre. Macky Sall au Sénégal, Talon au Bénin, Sassou au Congo. Pourquoi l'Afrique noire francophone est si mal partie? L'édito de Michel Taube. Article d'archives publié le 9 mars 2021. Le talon d'Achille de l'Afrique a plusieurs noms en Afrique noire. Patrice Talon au Bénin, Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, Alpha Condé en Guinée, Ali Bongo au Gabon, Paul Biya au Cameroun. Et la liste de ces petits dictateurs est malheureusement longue. Voilà qu'au Sénégal, Macky Sall cède à son tour à cette tentation autocratique et souhaite manifestement rejoindre ce club très fermé des potentats africains qui empêchent toute dynamique démocratique et font que l'Afrique noire francophone est si mal partie. Suivez la métamorphose de Michel Taube après son déplacement à Brazzaville. N'est-ce pas la preuve de quelqu'un qui aurait reçu quelques avantages de la part de Sassou Nguesso? Interrogeons-nous sur cette reconversion. Que s'est-il passé? Pouvons-nous interroger le contexte dans lequel il reçoit Sassou Nguesso sur son plateau? En pareille situation, on attendrait de Sassou Nguesso le dépôt d'une plainte en diffamation contre le site Opinion internationale? Pourquoi préfère-t-il se retrouver sur le plateau de Michel Taube pour aborder des sujets relatifs à la France-Afrique? Pourquoi le dossier sur l'opération Mouebara a-t-il disparu du site? Les questions restent posées. Nous vous livrons ici l'édito de Michel Taube sur le site de l'Opinion internationale. C'est édifiant. Que faire pour surmonter cette fragilisation de la France en Afrique? Il est urgent que la France renoue au plus haut sommet une relation de confiance collective et continentale avec l'Afrique. Oui, mais avec quel chef d'État commencer cette réconciliation? Tout d'abord, il est temps de revenir à un réalisme géopolitique qui permettra à la France de retrouver sa place dans le concert des nations africaines. Cette réalpolitique, elle consiste tout d'abord à ne pas se mettre à dos systématiquement les auteurs de coups d'État. Nous nous sommes offusqués un peu vite des putschs militaires au Niger et au Gabon. Rappelons que les coups d'État politiques, le syndrome du troisième mandat, et militaires font partie du mode de gouvernance à l'africaine. Près de 230 coups d'État ont secoué l'Afrique depuis 1950. 110 d'entre eux ont réussi. Aujourd'hui, à la tête de la CEDEAO, de la CEMAC et plus largement de l'Union africaine, des chefs d'État en exercice ont eux-mêmes été souvent des putschistes ou des hommes de guerre devenus des éléphants africains. Ainsi va la gouvernance en Afrique et la France n'a pas vocation à changer l'Afrique. La pire des décisions a vraiment été de renoncer à la tenue des sommets France-Afrique au niveau des chefs d'État. Pendant ce temps, les États-Unis, l'Inde, le Japon, la Russie, la Chine multipliaient les rencontres au plus haut niveau, Emmanuel Macron organisant de pseudo-sommets, avec de pseudo-sociétés civiles, comme l'humiliante rencontre de Montpellier en 2021. Le président français a aussi voulu jouer les chevaliers blancs, parier sur les sociétés civiles contre les gouvernants, pris des élites françaises des diasporas africaines pour les porte-paroles de l'Afrique,
alors qu'elles étaient plus préoccupées par leurs propres affaires, étaient totalement déconnectées des réalités africaines. Enfin, à des moments cruciaux, Emmanuel Macron a annoncé des décisions stratégiques souvent de façon non concertée avec ses homologues africains, manifestant des sautes d'humeur froide qui ont perturbé la donne de notre présence en Afrique. On l'oublie un peu vite, mais le début de notre désengagement militaire du G5 Sahel a été décidé, sans concertation, par le chef de l'État français. Il avait annoncé le 9 juin 2021, à la surprise générale et en marge d'une conférence de presse sur un tout autre sujet, le G7 de 2021 qui allait se tenir au Royaume-Uni, la fin de l'opération Barkhane et le début de retrait des troupes françaises. La convocation Manu Militari du sommet de Pau du G5 Sahel le 13 janvier 2021, au lendemain de la mort tragique de 13 soldats français, avait déjà fort déplu dans les capitales africaines. Au passage, les milliards d'euros prévus dans le volet développement du G5 Sahel ont été allègrement détournés par un pouvoir corrompu, celui d'Ibeka, au Mali. La France aurait dû taper du poing sur la table avant même qu'un coup d'État ne vienne rectifier les choses en notre défaveur. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, qui nous avait reçus le 26 janvier 2023, Mohamed VI au Maroc, notamment comme commandeur des croyants, sont des piliers de l'Afrique stable, des acteurs clés pour aider à endiguer la montée de l'islamisme radical, le réchauffement et le dérèglement climatique, l'explosion démographique qui rend ingouvernable leur population, la corruption endémique et les conflits interrégionaux comme la Libye. Pourquoi cela marche mieux dans ces trois États? Le ruissellement des richesses, des savoirs et des pouvoirs d'agir, des avancées concrètes sur le plan social et économique, y sont observées. À Brazzaville, il se dit qu'une grande loi sociale serait en préparation. Il n'y a pas de stabilité politique sans développement social, incluant l'éducation et l'accès des jeunes aux savoirs fondamentaux et aux formations professionnalisantes. Certains dirigeants africains l'ont compris mieux que d'autres. Les Africains ont aussi besoin de patrons bâtisseurs comme Denis Sassou Nguesso, Alassane Ouattara et Mohamed VI. Nous aurions pu citer d'autres chefs d'État comme au Togo, Faure Gnassingbé. Vous avez publié cet édito, mercredi 13 septembre 2023 à 11h36, Monsieur Michel Taube après le retour de Brazzaville. Dites-nous, Monsieur Michel Taube, de quel Sassou Nguesso parlez-vous? De celui de l'opération Mouebara, le criminel de guerre, ou du vieux sage de l'Afrique qui met en chantier de grandes lois sociales dans son pays pour le bien-être de son peuple? Monsieur Michel Taube, qui êtes-vous en réalité? Les populations congolaises attendent quelques explications de votre part. Nous considérons que ce comportement valide la réalité de l'opération Mouebara pour avoir fait le voyage jusqu'à Brazzaville, le 23 janvier 2023. Après autant de sollicitudes de la part de Sassou Nguesso, il serait raisonnable de penser que Sassou Nguesso a souhaité acheter votre silence. Nous nous tiendrons toujours à votre disposition pour quelques explications. Autrement, nous considérons ceci comme la validation de l'opération Mouebara et dans ce cas, vous êtes complice pour les crimes contre l'humanité de Denis Sassou Nguesso. Monsieur Michel Taube, nous avons la faiblesse de penser que vous auriez été corrompu par Monsieur Denis Sassou Nguesso. En publiant les documents sur l'opération Mouebara sur votre site, vous avez plongé au cœur du système Sassou Nguesso. Il est donc impossible que vous ignoriez que vous avez affaire à un criminel, un petit dictateur comme vous le définissez dans votre période d'antifrançanisme avant la rencontre de Brazzaville. Malgré toutes vos gesticulations, nous retenons le fait que vous avez publié des éléments sur l'opération Mouebara qui sont vrais puisque vous acceptez de mettre un voile pudique dessus pour bénéficier des largesses de Sassou Nguesso Denis. Ces publications ont été reprises par des médias aussi sérieux que l'Humanité, l'Humanité.fr. Pour nous la preuve est faite, la motivation de la corruption et la dissimulation d'un dossier sensible pour Sassou Nguesso. Mes chers compatriotes, le seul moment où M. Michel Taube aborde le contexte Mouebara se résume à ceci. M. Michel Taube pose la question à Denis Sassou Nguesso, mais remarquez comment Sassou bifurque vers la loi Mouebara, subrepticement. La France et le Congo ont un point en commun. Plus d'un tiers de la France est recouverte de forêts. Et le Congo encore plus. Les agriculteurs français, qui souffrent de plus en plus avec la sécheresse et le réchauffement climatique au point de s'interroger sur leur survie, pourraient-ils diversifier leurs revenus en venant au Congo vous aider à valoriser vos ressources vivrières et naturelles? Les agriculteurs français sont les bienvenus. Nos amis brésiliens nous ont par exemple aidés à introduire des races bovines. Mais dites-moi, Monsieur Taube, je vois que vous portez une cravate et des chaussettes oranges.
Est-ce un signe votre soutien à la révolution orange en Ukraine? Cela le pourrait, mais c'est en fait le symbole du respect des femmes. ONU Femmes organise tous les ans l'Orange Day contre les violences faites aux femmes. Connaissez-vous la loi Mouebara? Non, Monsieur le Président. C'est la loi qui porte le nom de ma maman, Emilienne Mouebara, consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes en République du Congo. Nous l'avons adoptée en 2022. Les choses ne sont-elles pas claires et évidentes? La totalité de l'interview se trouve sur le site de l'Opinion internationale. Précipitez-vous-y avant qu'elle ne subisse le même sort que le dossier de l'opération Mouebara. Pour votre gouverne, les Africains n'ont pas besoin d'être maternés, ils sont suffisamment au fait des choses qui les concernent. Ils n'ont plus besoin de Macron pour traiter leurs problèmes. Nous ne sommes qu'au début de cette affaire. Dans le cadre de l'opération Mouebara, nous aimerions aussi interroger M. Jean-Paul Pigas, qui est nommément cité dans l'opération Mouebara. Pendant tout ce temps vous gardez un silence assourdissant, M. Jean-Paul Pigas, et vous n'avez pas non plus cherché à donner des explications suite à la publication du dossier sur le site de l'Opinion internationale de Michel Taube. Nous savons qu'entre-temps, Michel Taube a retourné sa veste en se rendant à Brazzaville, certainement pour noyer le dossier. Peut-on noyer quelque chose qui n'existe pas? Monsieur Jean-Paul Pigas, vous devez des explications aux Congolais sur ce dossier. Le nom de Jean-Paul Pigas dans les documents de l'opération Mouebara. Mais, ce document qui est très précieux et qui peut aussi servir de preuve de génocide dans le débat ou dans un procès ou encore dans la réécriture de l'histoire du Congo, puisqu'il fait état d'une programmation de crimes à commettre, révèle aussi quelque chose d'insoupçonné ou d'inattendu. Le rôle d'un journaliste français dans ce génocide. Les Congolais avaient appris que des éléments de l'armée française avaient combattu aux côtés des milices de Sassou Nguesso, mais ils ne soupçonnaient pas la participation d'un journaliste français dans leur guerre. On trouve donc dans les documents qui donnent les orientations de l'opération Mouebara, notamment le plan d'activité du trimestre 4 qui couvre la période du 1er octobre au 31 décembre 1999, le nom de Jean-Paul Pigas. C'est à lui que l'on recommande, pour toutes les questions de communication, les commandements. Voir avec Jean-Paul Pigas. Voilà ce que l'on peut lire dans le document. Autant dire que Jean-Paul Pigas a joué auprès de Sassou le rôle du Florentin Machiavel auprès de son prince. Marabout blanc, Jean-Paul Pigas ne cesse d'influencer Sassou Nguesso depuis le coup d'État du 5 juin 1997, cela à coups d'espèces sonnantes et trébuchantes. Cependant, si certains Congolais ne sont pas surpris par cette trouvaille, vu les relations que l'homme a avec le pouvoir, d'autres qui se souviennent encore du combat de Jean-Paul Pigas dans la presse française, lorsqu'il défendait les droits humains et la démocratie, et luttait contre les dictatures africaines, n'en reviennent pas. Ils pensent à un autre Jean-Paul Pigas, qui serait tout simplement son homonyme. Ils ne croient pas que c'est bien ce même Jean-Paul Pigas, oncle du banquier Mathieu Pigas, qui a travaillé dans plusieurs rédactions, en France, qui s'est métamorphosé. Du défenseur de la démocratie, l'homme s'est muté en défenseur de la dictature, la pire. Et, Jean-Paul Pigas n'est pas n'importe qui. Chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur, sur la réserve spéciale du président de la République française, Jean-Paul Pigas est licencié en droit et diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po. Il a travaillé dans plusieurs rédactions de la presse française et a été chercheur au Centre d'études de politique étrangère, CEPE, ainsi qu'à l'Institut français d'études stratégiques. Mais, Jean-Paul Pigas est aussi secrétaire général de la revue géopolitique africaine African Géopolitique, trimestriel consacré à la mutation de l'Afrique et à son positionnement stratégique sur la scène mondiale que dirige l'ancien diplomate et écrivain congolais, Henri Lopez. Il est le fondateur et directeur, au Congo, du groupe de presse Adiak, agence d'information d'Afrique centrale, qui édite le quotidien congolais Les Dépêches de Brazzaville. L'homme n'est donc pas n'importe qui. Il connaît bien les milieux non seulement de la presse, mais aussi de la politique française et africaine. Et, c'est sans doute partant de cet atout que Sassou Nguesso l'a mis à ses côtés, et lui a confié son commandement militaire pour préparer les actions médiatiques avant, pendant et après les raids le génocide. Un rôle qui n'est pas des moindres. Mais, jusque-là nous ne disons pas que Jean-Paul Pigas est lui aussi un génocidaire ou membre d'une bande de criminels, puisque nous n'avons pas encore fait l'autopsie de ses rôles joués avant, pendant et après les raids. Pourtant, nous nous y attelons aussitôt. Néanmoins, c'est une simple reconstitution que nous faisons puisque le document, lui-même, ne définit pas clairement le rôle qui lui a été confié. Mais,
Nous nous sommes sûrs de ne pas nous tromper puisqu'il s'agit en gros de désintéresser les médias internationaux aux guerres du Congo. Quelles sont ces actions à mener avant les raids? À notre avis, elles peuvent viser à donner la nature et les enjeux de la guerre, préparer l'opinion nationale et internationale, et à justifier la guerre ou les attaques qui vont être menées. Par exemple, il suffit qu'il envoie des dépêches mensongères dans les grandes rédactions et qualifie les forces opposées de terroristes pour démobiliser la grande presse. Cette information peut être une simple brève. Mais, émise par un grand journaliste de la trempe de Jean-Paul Pigasse, elle devient une source d'information dont on n'a plus besoin de vérifier la véracité. Or, la communauté internationale s'informe ou s'intéresse à une crise à partir de l'intérêt que lui accordent les médias internationaux, même si elle l'est aussi par les voies diplomatiques. Quelles sont ces actions à mener pendant les raids? Elles peuvent être celles qui sont destinées à noyer ou contredire tous les autres organes de presse qui peuvent, pourtant, donner des bonnes informations sur ce qui se passe sur le terrain. Il peut donc organiser une campagne auprès des grandes rédactions pour les pousser à ne pas publier les informations qui viennent d'autres sources. Il peut aussi demander aux rédactions de ne pas s'ouvrir aux rebelles ou opposants, pour que la guerre se passe à huis clos ou vendre l'idée selon laquelle que la guerre s'inscrit dans la défense de l'intégrité du territoire contre des rebelles. Que peuvent être ces actions après les raids? Elles peuvent, dans un premier temps, être destinées à sous-estimer les dégâts humains et matériels, et à propager des fausses informations qui peuvent justifier la continuité de l'opération puisqu'il s'agit d'un génocide et que l'opération doit continuer. Mais Jean-Paul Pigasse peut aussi dire, pour justifier les prochains raids, que devant la résistance des rebelles qui ont utilisé des armes lourdes et qui se sont servis des populations comme boucliers, l'armée s'est repliée et préparé une offensive. C'est bien le narratif communiqué à toute la presse internationale. L'armée congolaise se bat contre la rébellion menée par le pasteur Ntoumi dans le Poul pour défendre l'intégrité territoriale et la paix. Devant un argument comme celui-ci, même faux, la communauté internationale ne peut qu'approuver. En phase de planification de l'opération, l'identification des communicants ne pouvait avoir que cette mission. C'est bien cela qui s'est passé. D'ailleurs, tout le monde, même les Congolais, parlent de guerre du Poul. Erreur monumentale. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. C'est une opération d'extermination planifiée et non une guerre. Nous n'enregistrons pas moins de 200 personnes par jour. Comme ce matin, par exemple, nous sommes déjà à la 192e personne et au fil qu'ils s'enregistrent, ils vont au service de distribution. Massoumou Paul, progresser, c'est par billet. Après s'être nourri de feuilles, de racines ou de fruits sauvages pendant des semaines et pour certains des mois, c'est la première distribution de riz, bientôt le premier repas. Ils sont tous malades, bien qu'ils marchent, ils sont tous malades. Depuis que nous sommes ici, nous sommes déjà à 55 cas de décès. Tel qu'aujourd'hui, la nuit d'aujourd'hui, nous avons enregistré 5 cas de décès. Combien de morts depuis décembre 98? Certains parlent de 10 000, d'autres vont jusqu'à 50 000. Dans ce quotidien où la peur et la mort dominent, Médecins sans frontières a installé un centre nutritionnel thérapeutique pour les plus gravement atteints. C'est des enfants qui vont bénéficier d'une prise en charge 24 heures sur 24 pendant au moins quelques jours. Bon. 500 enfants séjournent encore dans ce centre, c'est mieux.
Lors de notre passage à la mi-décembre, ils étaient plus de 1000. Il faut souligner que depuis, Médecins sans frontières a ouvert un autre poste à 50 km à l'ouest. Faute de nourriture, environ 1 enfant sur 5 souffre de malnutrition. Selon l'ONU, au moins 80 000 personnes ont fui leur maison dans la région du Pool depuis avril 2016. Conséquence, des violents combats qui ont éclaté après la réélection controversée du président Denis Sassou Nguesso. Là-bas aussi, nous avions laissé des mamans, des jeunes, des petits-enfants sont malades, très malades, sont au fond des forêts, souffrent. Ça fait 1 semaine, 2 semaines, 1 mois sans manger. Donc c'est pas ici en ville, c'est là-bas. Vous allez là-bas, aux forêts. C'est la souffrance ici, telle que vous me voyez là. C'est tout ce qui me reste maintenant. J'ai 70 ans. Jusqu'à l'heure où nous sommes en train d'échanger avec vous, nous vivons dans la forêt. Certains d'entre nous sont malades. Nous vivons comme des poulets, comme des chiens, une vie de misère. Depuis que cette expédition militaire punitive a commencé, je n'ai plus de village. Toute ma famille est morte. À Monoko où nous étions, 5 personnes sont mortes. De l'autre côté, ils ont incendié environ 37 personnes dans une maison. 37 personnes ont été tuées dans ce village depuis le début de cette opération militaire punitive. Sans compter ceux qui sont morts de maladie. Le village était grand, il y avait beaucoup de gens. Je n'ai plus personne dans ma famille. Je ne sais quoi faire. Je ne peux pas vivre seul dans le village. Tous mes parents qui étaient avec moi dans mon village ont péri. Ils ont été tués. Je suis très malheureux. Nous vivons maintenant dans la forêt. Ils nous avaient trouvés ici quand ils sont arrivés. Ils se sont mis à tirer dans tous les sens. Par curiosité, nous avons voulu savoir ce qui se passait. Nous nous sommes rapprochés. Voilà comment ils ont mis la main sur nous. Ils nous ont dit ici, ça tire de partout. Allons vers l'hélicoptère. Quand nous sommes arrivés quelque part, ils nous ont rassemblés, ils nous ont fait asseoir et ont commencé à nous demander de l'argent. Malgré que les parents leur avaient donné tout ce qu'ils avaient comme argent, ils nous ont gardés. Un parmi nous leur a posé la question de savoir qu'avons-nous fait. Ils l'ont abattu sur place. Ils ont incendié la maison. Des gens sont morts dans la maison. Dans la maison qui a été incendiée, combien étiez-vous, notamment les membres de votre famille? Maman, la tante Oumba, la tante Ndinga, Dieu veille, Tandou, oui. J'ai pris Tandou en compte. Nous étions 9 de ma famille. 9, une voix off. Et le bébé, vous étiez 10. 9 sont morts. Maman est morte avec la grossesse. Le viol comme arme de guerre a pour objectif de détruire des communautés entières, notamment en infligeant aux hommes d'assister au viol des femmes de leur famille. Au-delà de la victime, c'est l'ensemble de la communauté que le viol cherche à atteindre. À travers le viol, on introduit aussi une arme à destruction massive, le VIH. Sassou refuse, alors que des centaines de victimes se présentent dans les centres, de donner l'autorisation à MSF, Dixit MSF, de prendre en charge les victimes. Ajoutez ceci au tronçonnage des arbres fruitiers pour affamer les gens, au vidage des villages, vous comprendrez que nous sommes face à un génocide. Exterminés par les armes, la maladie et la faim. Elles sont arrivées tout cassées, la grande toute malade. Elle a subi quelques sévices. Ma grande fille de 12 ans a été violée par les bandits armés. Elle a saigné pendant plus d'1 mois, sans soins, sans rien. Et elle est très inquiète, elle n'est pas totalement sortie de ses émotions. GMSF témoigne, 1998 à 2000. Au début, notre action se limitait à la fourniture d'antibiotiques et nous n'avions pas de personnel impliqué dans la prise en charge clinique de ces patientes.
Une partie des femmes violées étaient reçues dans une consultation spécialisée des hôpitaux de Makelekele et de Talangaï de Brazzaville, soutenue par International Rescue Committee, IRC. Après inscription sur registre et interrogatoire, elles recevaient des soins le plus souvent limités à une injection d'antibiotiques. La prise en charge psychologique, celle des interruptions volontaires de grossesse, IVG, et la prescription d'antirétroviraux, ARV, afin de diminuer le risque de transmission du VIH était aléatoire ou inexistante. Un des éléments qui a stimulé la prise de conscience de la gravité du problème a été la demande faite aux autorités sanitaires congolaises d'autoriser la prescription prophylactique d'antirétroviraux après un viol. Cette demande se heurta à un refus pendant plusieurs mois. L'éventualité de la mort, par la transmission du virus du sida au cours du viol, et le refus temporaire du ministère de la Santé d'autoriser la prescription d'antirétroviraux ont provoqué une réaction émotionnelle, insuffisante cependant pour induire une hausse de la qualité des soins. Pour faire reconnaître le besoin d'une amélioration de la prise en charge médicale, le nombre croissant de femmes violées a été l'argument le plus déterminant. Entre mai et décembre 1999, 1300 femmes, petites filles et adolescentes comprises, se sont présentées pour recevoir des soins dans les hôpitaux de Makelekele et Talangaï, Brazzaville, en déclarant avoir été victimes d'un viol. Dans leur majorité, ces viols sont survenus sur la route de Kikala à Brazzaville, surnommé le corridor de la mort par les survivants et le corridor humanitaire par les protagonistes de la guerre civile. La guerre civile congolaise, une catastrophe sanitaire majeure par MSF, Médecins sans frontières. Les données statistiques disponibles démentent les propos du vainqueur de la guerre civile du Congo-Brazzaville et confirment, date, lieu, fréquence des événements, que la responsabilité de la violence ne peut pas être attribuée uniquement à l'opposition. Les résultats d'une enquête de mortalité rétrospective, réalisée dans la ville de Midouli, ville de 10 000 habitants de la région du Poul, au sud-ouest de Brazzaville, montrent que 736 personnes, 7%, sont mortes de novembre 1999 à janvier 2000. Pendant cette période, le taux de mortalité est resté supérieur à 5 morts pour 10 000 personnes par jour. D'où à septembre 1999, la prévalence de la malnutrition aiguë sévère, un rapport poids-taille inférieur à 70% de la normale, parmi les enfants de moins de 5 ans accueillis à leur retour à Brazzaville, a varié entre 30 et 40%. Rappelons que, de mai à décembre 1999, 1190 femmes, adolescentes et petites filles se sont présentées aux consultations pour femmes violées de l'hôpital de Makelekele à Brazzaville. Beaucoup de ces viols avaient lieu sur le chemin de retour des déplacés vers Brazzaville. Les routes empruntées étaient alors sous le contrôle des miliciens liés à la présidence congolaise. Preuve du génocide. Certaines images portent en elles la preuve que la mission des Cobras consistait à tuer les civils jusqu'aux enfants, femmes et vieillards. La preuve, cet enfant de 5 ans qui a eu les yeux crevés parce qu'il portait un pantalon violet. Premier appel du président des Sages du Poul pour solliciter du gouvernement l'arrêt des violences. Devant le spectacle macabre qui se joue dans le Poul en général, et dans son propre village, en particulier, le président des Sages du Poul, M. Mienantima Florent, réagit et demande au ministre de l'Intérieur d'assurer la sécurité des populations du Poul. Il adresse également, au même ministre, un rapport d'assassinat perpétré par la force publique à Mpayaka, son village. Mpayaka, le 20 juillet 2002. À Monsieur le ministre de l'Intérieur à Brazzaville. Objet, compte rendu d'assassinat perpétré à Mpayaka par la force publique. Nous avons l'honneur de vous rendre compte des événements survenus au village Mpayaka. Dans la journée du samedi 6 juillet 2002, au matin, un contingent de militaires des forces armées congolaises en service commandé a fait irruption au village Mpayaka, soi-disant à la recherche des ninjas. Cependant, à défaut des ninjas, ils ont tué 10 personnes non armées. 1. Nkodia Roméo, 17 ans, élève au CEG de Kibouende. 2. Bibibou Marcel Père, 82 ans, tué et brûlé dans la maison. 3. Bibibou Fils, 18 ans, apprenti menuisier. 4. Ganga Emery, 25 ans, paysan, agriculteur. 5. Makumbu Dieudonné, 18 ans, élève au CEG de Kibouende. 6. Safoula, 17 ans, élève au CEG de Kibouende. 7. Batsiba Jean, 50 ans, président des parents d'élèves de Mpayaka. 8. Lemina Albert, 70 ans, chef de village Ngamali. 9. Samba Kiazi, 80 ans, brûlé dans sa maison. 10. Nsamukunu Amba, femme de 65 ans, tuée mutilée par arme blanche. 11. Bissila, blessé par balle, non en danger de mort, est en train d'être soigné. En plus, ils ont torturé, battu violemment et menacé de mort un grand nombre, et, même le président du comité de village, M. Mienantima Florent âgé de 75 ans. Ensuite, ils ont brûlé toutes les maisons en toiture de paille des 6 quartiers de Mpayaka, soit environ 135. Mpayaka a été brûlé à près de 80%. Des arbres fruitiers ont été coupés, les jeunes plants arrachés. Mpayaka a été pillé de fond en comble avec les animaux. Après cette mise à sac, toute la population,
soit environ 400 personnes ont été contraintes d'aller à Kibouendé dans le dénuement total. Monsieur le ministre, vous êtes notre tutelle. La situation de Mpayaka est le sort subi par la plupart des populations et villages du Poul, un châtiment collectif pour appartenance ethnique. Les gens disent que le Congo, plutôt le Poul, n'a pas la guerre. Un pays qui n'a pas de guerre, vraiment, peut avoir de tels enfants. Regardez cet enfant. Ils étaient au moins 12, ils sont tous morts. Le père et la mère est disparu par le fléau de la guerre. Vous voyez ce que nous souffrons ici. La malnutrition, la famine. Comme vous me voyez comme ça, surtout comme habit que je suis, j'en ai plutôt. Et ce comme ça, là, les gens peuvent vivre vraiment dans une république. Et pourtant, on a un président de la République. Mais qu'est-ce qu'il pense pour nous? Est-ce que tous les gens du Poul sont des politiciens? Tous les gens du Poul ont saisi les armes avec cette façon. Est-ce que même vous qui sont à l'étranger, vraiment vous avez la joie de voir ce que nous souffrons ici? Vraiment, on ne peut pas beaucoup parler, puisque nous disons que notre gouvernement est génocidaire, c'est tout. Puisqu'il veut détruire toute la nation du Poul. Vaut mieux qu'ils disent ou bien qu'ils achètent au moins les avions, bombarder une fois pour toutes, au lieu de nous faire souffrir comme ça. Et vous êtes fortement attaché à la paix. Ceci a été dit presque par tout le monde. Et je retiens au sujet de cette question importante deux repères, peut-être trois. C'est la déclaration pathétique faite par les ex-combattants. Je dois vous dire que j'ai reçu lors des consultations à Brazzaville certains de leurs délégués venus du Niari, de la Bouenza et de Brazzaville. Ils m'ont simplement dit, Président, vraiment on connaît le goût du sang que lorsqu'on se blesse à la langue. La tombe a été cassée. La porte de cette tombe a été cassée pour fouiller les caisses qui étaient là-dedans. Il y avait des caisses là-dedans. Les gens croyaient qu'il y avait de l'argent. Il y avait quoi dans les caisses? C'était des raffias, des objets d'art. Des objets d'art. Et ça a été emporté? Non, ils ont fini par abandonner. Ils avaient fini par abandonner puisqu'ils n'avaient pas trouvé ce qu'ils cherchaient. C'est le grand frère de notre père. Il est mort pendant la guerre. De suite d'une blessure, il est mort pendant la guerre à Kaungabudjumu. Et il nous a fallu l'exhumer là-bas pour la ramener ici. Et ce village a été détruit pendant la guerre? Ce village a été détruit pendant la guerre. Les quatre maisons qui étaient ici ont été brûlées pendant la guerre. La première était là. La deuxième était là. La troisième derrière cette tombe-là. Derrière cette tombe-là, il y avait la plus grande maison là. Et puis, là à côté, là aussi, il y avait une maison. Et qui a détruit? Les ex-combattants, les militaires. Ils ont brûlé. Hein? Ils avaient brûlé. Les militaires. Même les maisons qui en bas là aussi, c'était habité. Il y avait, je crois,
6 maisons en bas là. C'est la parcelle de la mère Agina, la défunte mère Agina. Elle avait fui la guerre, puis elle avait fui la guerre pour venir se réfugier ici. Et d'ici, ça a éclaté, elle est partie. Mais elle avait déjà acheté cette parcelle. Ici, c'est M. Mbassina. Donc il y avait des maisons ici, il y avait 3 ou 4 maisons. Il y avait 4 maisons ici, 3 ou 4 maisons ici. C'était habité. Détruite. Tout a été détruite. Toutes les maisons ont été détruites. L'unique maison qui fait la beauté de Mayama, la préfecture. Fruit de la municipalisation accélérée. Monsieur le Président, il y a quand même un problème, un gros problème sécuritaire dans la région du Poul. On parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont déplacées. Personne ne peut vraiment s'y rendre à part les forces de sécurité. Les organisations des droits de l'homme craignent qu'il y a de nombreux abus des droits de l'homme de la part des forces de sécurité. D'un autre côté, on sait qu'il y a les forces du pasteur Ntoumi. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle est la situation sécuritaire dans cette région si volatile? Bon, il faut d'abord dire qu'il n'y a pas de crise politique ni de crise post-électorale dans le Poul. Alors c'est vrai que c'est très difficile d'arriver à savoir aujourd'hui concrètement ce qui se passe dans le Poul. Toute l'entièreté du département n'est pas bloquée, mais il y a des zones qui sont vraiment complètement recluses. Et donc moi et d'autres, j'ai travaillé essentiellement sur la base de témoignages. Il y a quelques ONG qui peuvent se rendre dans certaines localités, mais les principales localités. Mais ils vont pas dans les villages, donc ils vont pas au plus près de là où se situent les combats. Et surtout, ils accèdent pas dans certaines zones où les populations ne peuvent pas sortir et sont véritablement prises en étau, en fait, entre ce qui se passe de part et d'autre. Que dites-vous à propos des critiques sur les exactions des forces de sécurité? On a vu un rapport récent du département d'État américain qui parle d'assassinats, de torture, dans le Poul notamment, en raison de ces opérations. Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes conscient, que vous comptez empêcher, punir? Bon, je ne peux pas empêcher quelque chose qui n'existe pas. Je peux vous dire, vous êtes ici au Congo, vous êtes journaliste, et si vous aviez le temps, je vous aurais donné l'occasion de vous rendre dans le Poul. Officiellement, il n'y a pas d'interdiction complète d'aller dans le Poul. Même les autorités régulièrement disent à certains journalistes, vous pouvez y venir. Les raisons qui sont invoquées sont des raisons de sécurité, et c'est ce que disent aussi les humanitaires, parce qu'en fait la situation est très floue sur le terrain et les autorités sont pas en mesure de garantir, disent-elles, la sécurité suffisamment pour emmener des humanitaires. Dans le Poul, les populations qui y vivent sont sous la protection de la force publique. On sait qu'il y a différents corps d'armée, on sait qu'il y a l'armée régulière, on sait qu'il y a la garde républicaine. Parfois, certains témoins racontent que les uns ont l'air d'agir un peu à contresens des autres. Donc on ne comprend pas très bien la stratégie, on ne comprend pas très bien l'enjeu de ce qui se déroule. Ce qu'on sait en revanche, c'est que les populations sur place sont véritablement prises en étau, fuient les villages par centaines, par milliers, racontent que leurs villages sont incendiés par les forces de sécurité. Et donc ça pose beaucoup de questions. On ne comprend pas finalement qu'est-ce qui se joue réellement sur le terrain. On sait seulement que les populations en sont victimes. Donc le département d'État américain, l'émanation du je ne gouvernement... suis pas sûr que le département d'État américain ait enquêté, ait envoyé une mission dans le Poul. Je ne suis pas sûr. Je crois Ils inventent. C'est une grosse erreur. Bon, il y a beaucoup de phénomènes de manipulation
dans le monde, je ne reviens pas là-dessus. Et il y a aussi eu des demandes de la part d'organisations des droits de l'homme pour enquêter sur place, pour aller là-bas et voir quelle est la réalité des exactions que racontent les témoins qu'on peut interroger. Et là, clairement, il y a des demandes répétées qui sont formulées et il n'y a pas de réponse. Je lance le défi à tous ceux qui ont publié ces rapports de venir au Congo et de se rendre dans le pool et d'entrer en contact avec les populations. Pour RFI, notre envoyée spéciale Florence Maurice a pu se rendre à quelques kilomètres des zones de combat. Elle en a rapporté 2 grands reportages, l'un sur les enjeux de cette crise qui s'enlise, ce sera diffusé la semaine prochaine, le jeudi 25 mai. L'autre que voici sur les terribles conditions de vie de ces déplacés dans le département de la Bouenza, où l'organisation Caritas se bat afin qu'on ne les oublie pas. Le pool, une crise humanitaire oubliée, grand reportage signé Florence Maurice. Ninja. Mais il y a une autre réalité à ce conflit, les souffrances des populations civiles, nombreuses à dénoncer la violence de la riposte des forces armées. Il y a eu bombardement à Kinabangwedi. J'étais ensemble avec ma famille, j'ai 4 gosses. Nous étions plus de centaines. Mais alors que les autres, ils étaient morts sur place, calcinés en même temps, brûlés, des corps entiers. Donc, il y a des gens qui ont perdu des vues, il y a les gens qui ont perdu des 4 membres, donc les intestins dehors. Alors il fallait se cacher. Arnaud a cru se mettre à l'abri dans une maison abandonnée. Les militaires n'ont pas tardé à le retrouver. Il y avait des militaires qui ont envahi la zone. On tapait la population, quoi. Ils tapaient, ils violaient, à l'œil nu comme ça, là. Donc vraiment, c'était choquant. On m'avait licoté, on m'avait tapé, tout même là, le pied me fait mal. Il y avait des beurrés violets, il y avait des beurrés noirs, l'armée de terre, quoi. Alors nous, on avait eu la chance de s'en sortir. Un sergent-chef, un adjudant, plus un capitaine, qui nous avait pris en sécurité, raison pour laquelle l'hélico nous avait ramenés ici, là, à Brazzaville. Les témoignages comme celui d'Arnaud ne sont pas rares. Ce chef de village, par exemple, lui aussi dit avoir été tabassé. Il préfère garder l'anonymat et taire certains détails par peur des représailles. Quand ils nous tabassent, ils disent que nous sommes des ninjas, nous sommes des complices, nous ne voulons pas montrer là où est Ntoumi. Tant que vous ne montrez pas là où est Ntoumi, vous n'aurez jamais la paix. Alors nous ne connaissons pas là où est Ntoumi. Les gens soutiennent le pasteur Ntoumi ou pas? Non. La majorité ne le supporte pas. Et surtout en ce moment que nous parlons, nous, populations, vraiment, on le nie. On cherche, il faut qu'on le trouve, qu'on le finisse pour que nous soyons libres. Bimbevu babingi bala kufua batata kufua banguri kufua kabatatu banji lako mboka beto bantu botu lendi vukile weka kubantu kwegondi kwa kugonda buna hivyo le batatusa bilongo kani batatu bukile mboka botu lendi vukile kunsia le poule anche diambu kwa tayirika kunsia le poule. Plus de 138 000 personnes en situation de détresse dans le pool attendent avec impatience le règlement du conflit. Servi par les Échos de Brazzaville, le narratif officiel de la 2e phase de l'opération Mouébara. Ici, apparaît le rôle essentiel assigné à la presse. Communiquer sur la défense de l'intégrité territoriale contre la rébellion. Cher rédacteur des Échos de Brazzaville, le projet d'exterminer les populations du Sud s'inscrit dans le projet plus vaste de la conservation du pouvoir qui a pour objectif d'inverser un rapport démographique entre le Nord, favorable, et le Sud, défavorable. Le projet Mouébara est né dans la tête de Sassou et ses compères des officiers de la partie septentrionale depuis 1970 avec l'Obumitri, oligarchie bureaucratique, militaire et tribale, bien avant, certainement, la naissance de Ntoumi. C'est donc un peu juste compliqué de tout mettre sur la tête de Ntoumi, alibi du déploiement de l'opération Mouébara. Nous n'allons plus avaler ces salades. Nous nous appliquerons, inlassablement, à démonter ce tissu de mensonges. Le pompier pyromane, le gouvernement, ne peut pas apporter des solutions contre la crise humanitaire qui sévit dans le pool. Voici l'article de ce journal. La détresse qui règne dans le département du Pool, Sud, est encore loin d'être surmontée. La guerre y fait rage depuis exactement plus d'1 an, livrant à la misère d'innombrables personnes. Leur destin et la réponse humanitaire du gouvernement à ce conflit ont été thématisés lors de la rencontre du président congolais, Denis Sassou Nguesso avec les sages et notables du département du Pool mardi dernier à Brazzaville. Objectif de la rencontre, dégager des pistes de sortie de crise rallumées par la reprise de la rébellion menée par le pasteur Ntoumi.
Au total, plus de 138 000 personnes en situation de détresse dans le Pool attendent avec impatience le règlement du conflit et le retour de la paix dans leur département totalement coupé avec le reste du pays. Le temps que je suis en train de discuter avec le militaire s'est engagé balle. Donc le kubula pour que quand ça traumatisé, quand il temps des avances nous te kata kubula balle entité. On fait ba oncle na militaire ya baba batari kumanima tatala kumanima ba kumwini. Après le militaire okata komponandi bochikaye tranquille azana biso. Bochika est tranquille, azananga, bochika est tranquille. Et puis, il venait en courant. Kwa giza, kwa kujuka, kunchimba. Ata kunchimba. Après, puna kata kunchimba même pas lumbu. Tela, yo kanisa linga sala yuni, nalinga boma yuti. Yo kanisa linga sakana na yo. Nalinga boma yu, me pona nini yo chikaraki, isima na bisuna. Ah, mais comme maman bakundaki ndunda, donc, achikara kuzwa ndunda. Tukende alinga boma. Le monde était déjà bomi déjà. Garçon on a kuna tukende. Bongere njida tukiri kwetu comme d'habitude wa Zambo. Ata hizi zakala. Zakalo. Alors nous deux clavaba amatu les Angolais, disons les étrangers et les militaires. Et maintenant, les militaires, vous êtes zakalao, les militaires, garçons, de recoucher ça quand on levé haut, que ça on levé garçon, avec un bagage, un jeune garçon, un netiza quoi côté quoi yazando quelque part vers quoi on est là. Nous étions là. Chaque fois voir que ils ont tout dit, ah quand moi tu bela garçon, il bela quoi yele j'ai. Il y a des bon gars garçon, je comme anima quoi ta quoi on dake. Maintenant, les étrangers n'étaient pas d'accord. Je ne savais pas si c'était les Angolais n'étaient pas d'accord au comportement de la population. Par côté, il y a une contradiction entre Bao parce que les Chinois entre Bao. Ils ont décidé que la population il faut que la canne. Même dans le long, mes petits frères et maintenant, il y a des bonga, moi, grande sœur bonga. Et mwana kaka garso kaka encore pe babonga ta bagatari mushime bawo babonga chance ya banao ubaba nechi kuna ko baba nata kuna manima kuna kachi kuna obiri saka bobo piyempe biri saka matolo biri katula kama ba nzoji mushiba bakuna wa matolo ni bata ko petit frère basaka plier ba otolina basa plier tolina me ba jingila. Donc, je vais vous dire que espoir pe wakati mwenu kwa chia hapa ba wondele kwa parce que kuna manima kuna kwa biri kwa wondela aba ba wondela kwa alors que ba s'applier tol zina ba kuchikila tol zina ba sabashisa après ba karisa ba gani boîte za sardine ba dia et puis le lendemain la télé chokani katukinoa yeneno kuino Linzolo donc mbaji tout le matin pour population ya yanso ya katuka yenda Linzolo parce que garçon jingota là-bas chez le katuka tu le kuito à Linzolo matin takasa katuka pare malembo katruko yendeke jusqu'à Linzolo butasseko non demain encore tout créé. Donc moi je suis sortie à Brazzaville presque le 11 mai à tout là à Brazzaville. En face ya Zandra Mbanzandunga antenne washiriana umana kapa antenne ko nzo ya bagana nini yaba. Maintenant derrière cette maison là comment kuna biribanata. Rappelons-le, l'opération Mouebara avait pour unique but de dépeupler la zone australe pour des élections au suffrage universel favorable à la partie septentrionale.
Après la volonté de dépeupler la partie australe par le génocide, examinons celle de la manipulation des données démographiques par des recensements truqués. En effet, l'opération Mouebara et les recensements truqués en faveur de la partie septentrionale ont un seul et unique but: sortir des résultats électoraux contestés pour se valider par tout le monde sans débat ni contestation. Cette situation va faire démentir l'affirmation selon laquelle, par les élections au suffrage universel, un enfant du Nord ne peut jamais arriver à la magistrature suprême parce que démographiquement faible. Examinons cette deuxième stratégie de manipulation des données démographiques. Après l'échec électoral cuisant aux élections de mars 1992, convaincu qu'un enfant du Nord ne pourra jamais diriger ce pays parce que démographiquement faible, Noumazalaï, dans le cadre du suffrage universel, Sassou revient par un coup d'État, le 5 juin 1997 comme en 1979. Pour consolider son pouvoir sur la base tribale, il élabore 4 axes stratégiques: tribalisation de l'armée, instrumentalisation des populations, manipulation des données démographiques et corruption des élites et médias internationaux. C'est ainsi que dans le recensement de 2023, nous notons que les données publiées montrent une tendance qui indique que la population de la partie septentrionale fait presque jeu égal avec celle du Sud. Pour démontrer la politique de la manipulation des données démographiques, suivons attentivement à travers le tableau qui s'affiche, l'évolution de la population depuis le recensement de 1984. Des années 1920 à la fin des années 1950, la population congolaise est passée de 440 000 à 910 000, csbc.org, soit un doublement en 4 décennies. Au RGPH de 1984, la population recensée est de 1 912 429 habitants, dont 96 639 étrangers, soit 5,1% de la population totale, csbc.org. Cette évolution marque une accélération de la croissance démographique. Celle-ci passe de 1% par an dans les années 20 à 1,7% par an au cours des années 50. La croissance de la population connaît ensuite une accélération avec 2,1% au cours des années 60, 2,7% durant les années 70 et 3,45% au début des années 80. Pendant cette période, la densité de la population passe de 1 habitant au kilomètre carré en 1920 à 3,8 habitants au kilomètre carré en 1974 et 5,6 habitants au kilomètre carré en 1984. En l'absence de recensement après 1984, les chiffres avancés par différentes sources sont des extrapolations établies à partir des tendances, particulièrement celles observées au cours de la période intercensitaire 1974 à 1984. Les techniques de calcul sont bien connues. Et les modèles de base se présentent sous la forme suivante. Pour les Nations Unies, en 2000, la population du Congo devait se situer entre 3,45 millions d'habitants, fécondité faible, et 3,55 millions d'habitants, fécondité forte, alors que le C.N.SEE et l'US Bureau of the Census dénombraient 2,85 millions d'habitants, soit une différence de 25%. Les 2/3 de la population sont regroupés dans les régions centrales et méridionales le long d'une bande de terre de 60 km environ de large située de part et d'autre des 500 km du chemin de fer Congo-Océan, CFCO, qui relie entre elles les 4 principales villes du pays, Brazzaville, Nkayi, Dolisie et Pointe-Noire. Cette bande polarise l'essentiel des activités économiques en dehors du transport fluvial, de la pêche continentale et de l'exploitation forestière. Les régions septentrionales, Cuvette, Cuvette occidentale, Likwala, Plateau et Sanga, qui représentent 70% de la superficie du Congo, ne comptent que 18% de la population du pays. Ce procédé a participé de la volonté farouche des dirigeants, curieusement, à évacuer le débat sur le tribalisme en exhibant quelques spécimens contredisant la thèse. Ceci a été le cas depuis plus de 40 ans. Une autre cause du tribalisme dévastateur est la corruption rampante du secteur et des services publics et même privés qui laisse à désirer. Beaucoup de nos compatriotes ont perdu confiance en eux pour penser que le seul moyen d'obtenir un service satisfaisant réside dans la sollicitation de l'intervention de leurs compatriotes de même ethnie ou de même région qui sont des membres importants du parti au pouvoir ou occupant des gouvernementaux. Nous savons tous que les avantages ethniques ainsi acquis seront de court terme. Pourtant les conséquences sur l'économie et la société en général seront pernicieuses et durables. Les pays qui ont sainement gravi les marches du développement depuis la Deuxième Guerre mondiale, particulièrement ceux de l'Est asiatique, ont travaillé sur l'implication d'une large palette de la population, pas seulement sur un groupe ethnique ou sur une élite. Au Congo, où seule une petite élite,
basée sur l'ethnie ou la région ou une faction politique, la situation a entraîné une généralisation de l'incompétence résultant d'un patronage éhonté dans les secteurs les plus stratégiques du pays, et ceci fait écho à la fameuse obumitrisation des grandes fonctions régaliennes de l'État et de l'armée dénoncée par les compatriotes du M22. La privatisation des richesses par un petit clan hétéroclite composé de quelques spécimens de l'ethnie dominante trustant les postes, les fonctions les plus importantes et les plus stratégiques et laissant le reste à des corrompus des élites des autres ethnies, a contribué à réduire le panel des consommateurs à fort pouvoir d'achat, contraire à la stratégie développée dans les pays laits asiatiques, hypothéquant les chances de développement. En effet, la mauvaise répartition des richesses agit directement sur la consommation. Les entreprises et les commerces se trouvent ainsi confrontés à la baisse de leur chiffre d'affaires impactant de ce fait leur capacité d'investir. La conséquence directe est la désindustrialisation et la fermeture successive des sociétés des services. Même la reconstruction de l'Europe occidentale au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale avait pour prémisse un contrat social qui voulait sortir tout le monde de la pauvreté en même temps et pas seulement quelques heureux élus ethniques. C'est en fait le fondement de l'État-providence d'Europe occidentale. Chacun dans la société doit être protégé, peu importe son affiliation ethnique ou politique. En conclusion. 1. Une nation introuvable depuis les indépendances suite à une ethnicisation poussée et instrumentalisée des partis politiques par les hommes politiques assoiffés de pouvoir. 2. Une généralisation de l'incompétence due à un patronage éhonté au détriment de la méritocratie, avec pour conséquence une mauvaise gestion des entreprises publiques et privées dans lesquelles l'État congolais est toujours partie prenante qui les entraîne dans la banqueroute, précipitant le pays dans la désindustrialisation et la précarisation. 3. Une érection du tribalisme en système de gouvernement en installant dans les fonctions stratégiques du pays un petit groupe embauché en fonction de leur origine ethnique, faisant ainsi reposer le développement du pays sur une petite palette de la population. L'un des volets de l'opération Mouebara traite des aspects relatifs à la planification de l'élimination des résistants de la diaspora. Beaucoup de disparitions par empoisonnement ou de tentatives d'assassinat des opposants à l'étranger. Là aussi la liste est longue. La particularité de toutes ces victimes, c'est d'avoir été, à un moment ou un autre, des opposants acharnés ou participé à des événements ayant mis en cause Sassou Nguesso. Voilà une preuve supplémentaire de l'existence de l'opération Mouebara. C'est tué par balle en Haute-Savoie. L'affaire n'a été révélée qu'aujourd'hui, mais l'homme a été retrouvé au pied de sa voiture la semaine dernière au bord du lac Léman. Daniel Forestier était depuis septembre mis en examen dans le cadre d'une enquête sur le projet d'assassinat en France d'un opposant congolais au président Denis Sassou Nguesso. Géraldine Chen et Louise Pézoli. C'est sur ce parking, 5 balles dans le corps, que Daniel Forestier a été retrouvé mort jeudi dernier. À 58 ans, cet ancien agent de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, avait depuis retrouvé une vie paisible dans ce petit village de Haute-Savoie. Gérant d'un bar tabac, conseiller municipal, ici tout le monde le connaissait lui et son passé. Beaucoup de tristesse et de chagrin parce que voilà, c'est quelqu'un que j'appréciais, qui se côtoyait souvent, enfin on s'était vu récemment. Je savais qu'il y avait un passé, voilà. Il n'en parlait pas spécialement souvent. Je n'ai pas questionné constamment sur ce sujet, mais on savait qu'il avait un passé à la DGSE. Un passé qui aura fini par le rattraper. Et en septembre dernier, Daniel Forestier est mis en examen. La justice le soupçonne d'avoir participé à un projet d'élimination du général Mbaou, un opposant au président congolais. 6 mois plus tard, l'ancien agent est tué de plusieurs balles, dont une dans la tête et le thorax, un mode opératoire qui oriente les enquêteurs sur la piste de tueurs aguerris. Une enquête pour assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs a été ouverte. Le parquet parle d'un règlement de compte. Trop tôt pour le dire, selon l'avocat de Daniel Forestier. La vigilance aujourd'hui, c'est qu'aucune piste ne soit écartée. Je pense qu'il serait dangereux de se précipiter et de s'engouffrer dans une seule et unique voie. Je crois qu'il y a des investigations à faire. Il faut que la justice passe, et pour qu'elle passe, il faut que toutes les pistes soient envisagées. Pour l'heure, aucun élément ne permet de faire le lien entre l'assassinat de Daniel Forestier et l'affaire dans laquelle l'ancien agent était impliqué. À l'étranger, à ce point, alléguer ne suffit pas, il faut prouver. La preuve peut être définie comme l'acte d'établir la réalité d'un acte ou d'un fait au moyen d'éléments objectifs, témoignages, documents, raisonnements, expertise. Toutefois, la preuve en droit ne vise pas à atteindre une vérité absolue. Elle se limite à ce que le juge, au regard des règles légales et procédurales, considère comme vrai. On distingue ainsi la vérité judiciaire,
ce qui est établi devant le juge selon les règles probatoires, de la vérité factuelle, ce qui s'est réellement produit dans les faits. Nous nous contenterons de la vérité factuelle pour démontrer la réalité de l'opération Mouebara, parce que nous avons la matérialisation des faits sur le terrain. Nous les avons montrés tout au long de cette émission par des vidéos et des témoignages qui ne démentent pas l'existence des massacres systématiques dans les zones indiquées dans l'opération Mouebara de la conception à son exécution en passant par la planification. C'est quoi, l'opération Mouebara? C'est la planification des massacres dans la zone australe décrit dans le livre de Mayima Mbemba, publié en 2004. Pourquoi l'opération Mouebara? Cette opération s'inscrit dans la stratégie issue de l'obumitrie décrite dans la critique du M22 de Diawara pour la conservation du pouvoir au nord. Comment s'est déroulée l'opération Mouebara? Dans les zones indiquées, Mayama, Kibwende, Vidza, Mbanza-Ndunga, les populations s'expriment en incriminant directement les forces de l'ordre, militaires, comme dans les témoignages publiés, en utilisant des moyens lourds comme des hélicoptères. L'essentiel des massacres a été organisé par les militaires. Pour une raison simple, les ninjas pour la plupart d'entre eux avaient leurs parents dans les localités attaquées. Les preuves. L'interdiction faite aux organisations internationales d'opérer dans la zone pour établir les faits, RFI, MSF, enquêteurs de l'ONU. Deuxième élément de preuve. Le refus longtemps opposé à MSF, Médecins sans frontières, de prendre en charge les femmes violées pour le dépistage du VIH alors que la plupart d'entre elles affluaient dans les centres de soins comme Makelekele. Ce refus symbolise l'utilisation du viol comme une arme de guerre et l'extermination par la maladie. Troisième élément de preuve, l'affirmation de Jean-Dominique Okemba, « Nous avons bombardé le Pool, le ciel n'est pas tombé ». Ce discours n'est pas anodin, il a pour but de mobiliser les populations de la partie septentrionale puisqu'il ajoute « Qu'adviendra-t-il de nous si les Congos revenaient au pouvoir ?» dans la droite ligne du discours de Talangaï de Sassou en 1999. Quatrième élément de preuve, l'affirmation de Sassou. Savez-vous que j'avais décidé d'envoyer la DGSP dans le Pool, assumant ainsi les crimes commis jusqu'à nous donner l'identité des responsables. Cinquième élément de preuve. La volonté de produire une loi Mouebara pour créer la confusion et noyer la réalité de l'opération Mouebara. Sixième élément de preuve. L'invitation lancée à Michel Taube qui avait publié les documents relatifs à l'opération Mouebara qui, d'un coup, est devenu le laudateur de Sassou, l'aurait-il corrompu pour occulter la vérité? La dernière preuve, la manipulation des données démographiques qui inverse le rapport démographique en faveur de la partie septentrionale contre toute logique, toujours dans l'idée de l'opération Mouebara. Dépeupler la zone australe pour organiser des élections transparentes ne souffrant d'aucune contestation en faveur de Sassou. Oui, l'opération Mouebara est une réalité indéniable. Stratégie, décision de réduire la population, conception de l'opération, planification, mise en œuvre et déploiement. Définition de la stratégie de com par Jean-Paul Pigas, travailler sur la justification de l'opération près de la communauté internationale. Une opération de lutte contre la rébellion pour sauvegarder la paix. La Libye. Pour justifier l'opération, il faut un troisième acteur, le rebelle à pourchasser. La communauté internationale ne peut qu'approuver cette opération de maintien de la paix dans la région, pense-t-il. Elle n'y verra que du feu. C'est le rôle d'un président de la République. Assurer l'intégrité territoriale du pays, justifie-t-il pour rouler dans la farine tous les médias et toutes les instances politiques internationales. Nous sommes dans le cas de figure des rébellions d'Amérique latine dans les années 70 et 80. Sassou va ainsi transformer l'agression des civils en guerre du Pool. Toute une stratégie de corruption des médias internationaux à des millions de dollars sera ainsi mise en place. Conscient du fait, Sassou n'a jamais employé le mot guerre du Pool mais, plutôt, les opérations dans le Pool. C'est la stratégie et le plan de com qui seront vendus aux médias internationaux, dont le chef du projet communication serait Jean-Paul Pigas. Merci d'avoir suivi Point de vue. À bientôt.